Salut à tous, je suis super content que vous soyez là ce matin parce qu'aujourd'hui on va parler de philosophie chinoise, c'est incroyable. Vous êtes braves d'être venus, franchement, bravo à vous. Alors déjà, si vous ne voyez pas le rapport entre codeur en scène et philosophie chinoise, je vous rassure, moi non plus. Je ne sais pas vraiment ce que je fous là, mais je me dis que peut-être que pour vous c'est la même chose et si c'est le cas, c'est cool parce qu'on a des points communs, c'est bien. Je m'appelle Gauthier, je suis développeur. En rouge, c'est mon compte Twitter, @nilsem si vous voulez me suivre. C'est pas spécialement intéressant ce que je tweete, mais l'avantage c'est que je le fais pas souvent. Donc n'hésitez pas à me suivre, c'est sympa. En bas, c'est marqué que je suis software craftsman. Ça s'écrit avec un S au milieu, craftsman. Hein. S'il vous plaît, il y a beaucoup de gens qui font la faute et qui oublient le S. Ne soyez pas de ces gens-là parce qu'ils sont moins cool que nous et c'est pas cool d'être pas cool. Donc on écrit ce terme correctement au moins. Si on souhaite le traduire, on pourrait dire maladroitement qu'un craftsman, un software craftsman, c'est un artisan développeur en français. Alors vous savez, dans la vie, il y a des gens qui s'autoproclament rois, ce qui est plutôt assez stylé en soi. Mais moi, je suis au-dessus de ça, je me suis autoproclamé software craftsman. C'est généralement un titre qu'on s'autoproclame, ce qui risque d'être dangereux par la suite quand il y a des personnes, un petit peu comme moi aujourd'hui, qui l'utiliseront à de mauvais escients. Ça va venir, il y aura des compagnies qui vont utiliser ce terme à toutes les sauces. Et en fait, voilà, ça va être dangereux par la suite. Mais voilà, c'est un titre qu'on s'autoproclame. Et en fait, se nommer craftsman, c'est surtout pour dire qu'on fait partie d'un mouvement, le software craftsmanship. Ce n'est pas une méthodologie, hein. C'est un mouvement qui regroupe des personnes qui partagent les mêmes idées sur comment faire du logiciel. On est des gueudins, on est des malades. On a genre un manifeste, truc de ouf. Et ça s'appelle le Manifesto for Software Craftsmanship. Et surtout, on a un but dans la vie. Notre but, c'est d'élever le niveau, rien que ça. C'est la première ligne de notre manifeste, Raising the Bar, comme ils disent les Américains. Ça peut peut-être paraître un petit peu prétentieux déjà, dit comme ça, de dire que, on va élever le niveau parce que bon, les autres développeurs, enfin voilà quoi. Et ça peut aussi faire un petit peu prétentieux de faire une distinction finalement entre les craftsmen et les développeurs. Sous-entendu, il y a les bons développeurs, puis il y a les autres. Je ne vais pas vous mentir, personnellement, craftsman, c'est un terme que j'aime pas du tout. Pour moi, craftsman, c'est simplement un développeur professionnel, mais bon, c'est un terme que j'utilise pour que les entreprises voient à peu près quel type de profil je suis, un petit peu comme un persona. Typiquement, je préfère recevoir des offres d'Octo plutôt que d'Accenture. Enfin non, ça c'est un mauvais exemple. Mais vous comprenez un petit peu le délire. Disons que quand je mets sur ma description LinkedIn que je suis un craftsman, je target plus facilement les entreprises qui m'intéressent. Et c'est cool. Mais au fond, c'est surtout pour dire qu'on est professionnel. On écrit du logiciel dans ce qui nous semble être les règles de l'art. Et contrairement à beaucoup d'autres développeurs qui font un petit peu n'importe quoi et salissent notre métier, mais ça c'est un jugement de valeur. Vu que sur LinkedIn, écrire dans sa description qu'on est un bon développeur professionnel qui déchire sa race, ça peut paraître un petit peu pompeux, on va dire qu'on est un software craftsman. Pour faire encore moins pompeux, on peut dire, il y a des gens qui rajoutent aspirant devant. Donc aujourd'hui, je suis aspirant software craftsman, c'est mignon, c'est joli. Attention tout de même, le software craftsmanship, à la base, ça part d'une intention bonne et nécessaire. Il y a un mouvement qui est vraiment né autour de ça dans les années 2008, avec l'écriture du manifeste Craft. Mais il y a déjà quelques livres qui en parlaient dans les années 90, comme Pragmatic Programmer. C'est quelque chose d'assez récent. Enfin, vous savez, ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Hein, parce que, personnellement, j'ai retrouvé des références au software craftsmanship dans des livres qui ont plus de 2500 ans, comme le Dao De Jing de Lao Tzu. Alors, dire que c'est un mouvement qui est né dans les années 1990, c'est un petit peu nous prendre pour des bolos. Mais justement, on va voir en quoi c'est bien plus vieux que ça en a l'air, le craftsmanship. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous lire des extraits du livre de Lao Tzu. Et on va voir en quoi, en fait, le livre de Lao Tzu, c'est un livre sur le software craftsmanship, tout simplement. Rapidement, Lao Tzu, c'est un philosophe chinois qui est assez stylé. Et je dis pas ça parce qu'il voyage sur un bœuf. Hein. Il est super stylé parce que c'est un influenceur qui a écrit le livre de la voie et de la vertu. C'est une référence de ouf dans le taoïsme. En fait, le taoïsme, c'est une philosophie chinoise qui a vraiment façonné la pensée chinoise au même titre que le confucianisme et le bouddhisme. D'ailleurs, tu as Rémi Mathieu, que je connais pas, mais il est directeur de recherche au CNRS, donc il doit peut-être sûrement s'y connaître un petit peu. Et il dit que c'est probablement le livre le plus mystérieux de toute l'Antiquité chinoise. Au calme, le mec. Enfin, après, c'est un petit peu facile de dire que quelque chose est mystérieux quand on ne le comprend pas. Enfin, mais puisque nous, on est des mecs sympas, on va l'aider, Rémi Mathieu, à démystifier ce livre. Et entre nous, s'il avait étudié un petit peu mieux la programmation pendant sa jeunesse, il aurait vraiment compris le but du livre de Lao Tzu. Mais bon, on ne refait pas le passé. Allez, c'est parti. Le livre de Lao Tzu, il contient 81 chapitres. C'est des chapitres assez courts, c'est à peu près une demi-page chaque chapitre. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des extraits de 20 de ces chapitres qu'on va lire. C'est des extraits originaux, je ne les ai pas altérés pour faire genre. J'ai pris des traductions peut-être qui m'intéressaient un peu mieux. Mais c'est des extraits vraiment originaux que vous pouvez trouver en achetant les livres.
Et en lisant ces chapitres, on va voir en quoi c'est du craftsmanship. Avant d'aller plus loin, on n'oublie pas qu'un craftsman, c'est un développeur qui souhaite faire son travail dans les règles de l'art. Pour ça, il possède un background assez fort et il connaît certains concepts théoriques qui vont au-delà de la simple écriture de code. Et ce livre, il nous parle justement de tous ces concepts. On zappe le premier chapitre, c'est l'introduction, on n'a pas le temps. On commence directement au chapitre 2, qui parle de mentoring. Dans ce chapitre, Lao Tzu, il nous parle de mentoring, qui est un aspect important du software craftsmanship. C'est un concept qui est inspiré de l'Europe médiévale où, pour perfectionner leurs arts, les jeunes, ils voyageaient d'endroit en endroit, ils restaient plusieurs mois avec des personnes qui maîtrisaient un art pour apprendre et observer les travaux du maître et des autres travailleurs. En fait, ils apprenaient par leur voyage d'apprentissage. C'était assez stylé, sûrement. Ça se faisait souvent à l'époque. Et dans le craftsmanship, il y a cette analogie où ceux qui maîtrisent leur art, ils se doivent de passer du temps à l'enseigner aux néophytes. Vous vous rappelez, le but du craftsmanship, c'est on élève le niveau. Déjà, on élève le niveau parce que les juniors, ils pourront apprendre à faire les choses dans les règles de l'art, donc on y gagne, mais aussi parce qu'en enseignant, on apprend également beaucoup. On élève le niveau finalement réciproquement et c'est une bonne chose. Et ce concept de voyage d'apprentissage, finalement, on peut le trouver dans notre époque actuelle, où finalement, c'est rien de plus que les jeunes développeurs qui voyagent d'entreprise en entreprise et qui apprennent des mentors, des seniors développeurs, et ensuite, ils voyagent vers d'autres entreprises. Et c'est une traduction qui est finalement perpétuée indirectement. Du coup, Lao Tzu, il nous explique dans le chapitre 2 comment être un bon mentor en nous disant que le sage, donc le mentor, il gouverne par le non-faire, il enseigne par le non-dire, il ne refuse rien à la foule des êtres. Pour être un bon mentor, selon Lao Tzu, il faut enseigner par le non-dire. Ça signifie qu'il faut laisser les autres trouver la solution au problème. Parce que c'est bien connu, si on te donne une réponse, tu risques de l'oublier plus facilement que si tu avais cherché par toi-même pour la trouver. Toute la mécanique en fait, de réflexion pour arriver à une solution, elle est parfois plus intéressante que la solution en elle-même. Donc le sage, il gouverne par le non-faire. D'ailleurs, en aparté, si on relit ces 3 lignes dans un contexte un petit peu totalement différent, on peut aussi y voir des notions d'entreprise libérée où finalement, le entre guillemets sage, qui cette fois n'est pas le mentor, mais le gouverneur de l'entreprise, il gouverne sa structure par le non-faire et il refuse rien à la foule des êtres parce qu'il a suffisamment confiance en eux, en leur motivation. Il est conscient des bienfaits de l'intelligence collective et c'est comme ça qu'il se maintient. C'est une deuxième lecture un petit peu plus entreprise libérée, mais ça ne nous intéresse pas spécialement aujourd'hui. On va zapper. Il faut aussi savoir que le non-faire ou non-agir, c'est un concept qui est fondamental dans le taoïsme. Et c'est un petit peu difficile à expliquer parce qu'il ne faut pas prendre ça mot pour mot. On ne gouverne pas en faisant rien, évidemment, mais ne pas intervenir sur certains points, laisser les choses se faire naturellement, des fois ça peut être beaucoup plus bénéfique que de faire ou de vouloir imposer des idées qui ne sont pas suffisamment réfléchies. On agit sans agir, finalement. C'est tricky, mais ce n'est pas du tout un paradoxe, parce qu'une fois qu'on a compris le délire, les taoïstes, ils aiment bien ça, le non-agir. On peut imaginer qu'il y a 2000 ans, ils avaient sûrement déjà des équipes auto-organisées. On continue, le mentor, il nourrit chacun sans se l'approprier, il accomplit sa tâche sans s'en prévaloir. Ça, j'aime bien, c'est le concept d'egoless programming en craftsmanship, programmation sans ego, que j'apprécie beaucoup. Le développeur, il aide les autres avec respect. Et il fait correctement son travail sans en tirer avantage. L'egoless programming, ça va plus loin que ça parce que le développeur, il doit être ouvert à la critique et il ne doit pas prendre mal les reproches. Il met de côté son ego. Par exemple, si je dis à quelqu'un qu'il a écrit de la merde, et ça arrive plusieurs fois, bon après, il y a des concepts de communication non violente que j'ai pas, mais quand je dis que quelqu'un a écrit de la merde, pour telle ou telle raison justifiée, je critique pas directement la personne, mais je critique son code. Notre objectif commun, on n'oublie pas, c'est d'avoir un résultat, un produit dont on peut être fier. On va tout faire pour ça. On blâme personne, très important, on blâme personne, mais on n'a aucune pitié quant à la qualité finale de notre projet. Et malheureusement, il y a beaucoup de développeurs, beaucoup de personnes en général, qui font un raccourci en interprétant « tu m'as dit que mon code était nul, vu que c'est moi qui l'ai écrit, en fait, ça veut dire que je suis nul ». Non, egoless programming, on ne critique pas les personnes, ça c'est très très important. On oublie de son ego, et en oubliant son ego, on apprend des critiques pour s'améliorer. Donc Lao Tzu, en fait, il nous dit bien qu'un bon programmeur, il sait oublier son ego, et il sait accomplir sa tâche sans s'en prévaloir. On continue, le développeur, il achève son œuvre sans s'y attacher, et comme il ne s'y attache pas, il se maintient. Si vous faites du coaching agile, vous n'allez pas coacher une équipe exactement de la même façon qu'une ancienne. L'environnement et l'époque sont différents. Vous devez penser à votre expérience passée, vous en inspirer sans trop vous y attacher. Vous savez, l'informatique, ça évolue constamment et super rapidement. Et ça, Lao Tzu, il a bien compris parce qu'en fait, il ne faut pas s'attacher au passé, à des expériences passées, à des anciennes technos. Il faut toujours aller de l'avant, il faut être super Kaizen. Lao Tzu, il est Kaizen, il est très très amélioration continue pour rester dans le game. C'est le genre de mec à avoir fait du COBOL et ensuite il a fait du Haskell. Il n'est pas resté sur son passé, sur son passif et ça c'est bien. Conclusion du chapitre 2, pour être un bon mentor selon Lao Tzu,
faut faire confiance, il faut laisser les autres trouver les solutions, il faut oublier son ego, il faut être friand d'egoless programming et il ne faut pas rester dans ses expériences passées. Toujours évoluer. Maintenant que vous avez compris un petit peu le principe, on passe au chapitre 7 qui parle de code legacy. L'autre, c'est un craftsman. Et les craftsmen, ils aiment bien faire des analogies belles avec des architectures, du jardinage, des cathédrales. Là, on est pas mal dans ce délire. Quand on écrit du code, celui-ci, il vieillit en même temps que le projet. Et un bon craftsman, il doit être un petit peu comme ce jardinier qui plante de nouvelles fonctionnalités tout en entretenant quotidiennement l'existant. S'il ne fait pas ça, le projet il va accumuler ce qu'on appelle de la dette technique, qui va grandir au fil du temps un petit peu comme des mauvaises herbes. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est enlever quotidiennement avec un effort minime les mauvaises herbes, plutôt que d'attendre et les laisser nous mettre en galère et nous ralentir de ouf. Donc c'est super important de toujours s'occuper de sa dette technique en permanence. Et Lao Tzu, il nous dit que le ciel dure, la terre persiste. Traduction, ton code legacy, il est là et il persiste. D'ailleurs, vous remarquez que Lao Tzu, il emploie le mot terre pour faire référence au jardinage, comme les craftsmen. Qu'est-ce donc qui le fait persister et durer? Il se pose cette question. Pourquoi notre code legacy dure? Le code ne vit point pour lui-même. Pourquoi le code legacy persiste? Parce qu'il ne vit pas pour lui-même. Le produit, il vit pour ses utilisateurs. Et une vieille fonctionnalité d'un produit, c'est peut-être une vieille fonctionnalité qui est toujours utilisée par les utilisateurs. Et c'est du vieux code dans un projet dont il faut s'en occuper. Parce qu'il a peut-être un petit peu vieilli. Et voilà. Alors, comment on s'en occupe? Le sage, donc le développeur, il met son corps derrière. Il est derrière le projet, le développeur. Il maintient le projet. Il essaye de le maintenir. On le place devant parce qu'on a confiance aux développeurs. On compte sur les développeurs pour maintenir un projet. Donc, le sage met son corps derrière. Le développeur maintient le projet. On le place devant. N'est-ce pas là qu'il est sans son moi propre? Par là, même son moi s'accomplit. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que travailler sur du legacy, sur des projets existants, c'est très, très difficile. On peut se salir les mains, être sans son moi propre. Mais c'est une vraie récompense et ça peut être très, très gratifiant. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes développeurs qui se plaignent, ils veulent faire du from scratch parce que le from scratch, c'est dans l'air du temps, éphémère. Voilà, c'est cool. Et pour maintenir un projet legacy, en fait, c'est assez difficile parce qu'il faut être plus intelligent que la personne qui a écrit le code initialement, parce qu'il faut comprendre ce qu'elle a écrit, voir pourquoi le code a des failles et corriger ça. Donc, il faut être plus intelligent que la personne qui a écrit. Il faut être dans un état plus intelligent que l'état dans lequel la personne a écrit le code à ce moment-là. Et il faut trouver les failles, maintenir le code, le tester, l'améliorer. Et lorsqu'on arrive à travailler sur du projet legacy, finalement, et qu'on y arrive, on ressent un sentiment très gratifiant parce qu'on a réussi à rendre quelque chose de bien. Et comme dit Lao Tzu, le moi du développeur s'accomplit à ce moment-là. Conclusion du chapitre 7, ça peut être très très gratifiant de travailler sur du legacy quand on arrive à en faire quelque chose de bien, mais c'est quelque chose qui est très 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 difficile. Pour un développeur junior, c'est pas fun du tout de travailler sur du legacy parce qu'il n'a pas l'expérience nécessaire pour réussir à en faire quelque chose de bien et pour ressentir cet accomplissement. Maintenir du legacy, ça prend forcément plus de temps que du from scratch parce qu'avant de réfléchir à comment ça a été à comment implémenter correctement, il faut d'abord réfléchir à comment ça a été implémenté initialement et comment on peut le corriger. Très important, il faut prendre du temps pour s'occuper de la technique quotidiennement. Rappelez-vous, on souhaite tous le bien de nos projets et parfois planter énormément de fonctionnalités sur de la mauvaise herbe, c'est peut-être pas une si bonne chose que ça et c'est peut-être pas ce que le client veut, le client final. On a parlé de code legacy, de mentoring. Dans le chapitre 11, Lao Tzu, il est super hype, il nous parle de Docker. Alors, au début, je ne comprenais pas. Genre, le mec, il est dans le futur, c'est incroyable. Je pense que vous connaissez tous Docker ici. Dans le doute, on peut expliquer rapidement ce que c'est. Docker, c'est une technologie de conteneurs, des conteneurs logiciels. C'est des petites boîtes qui sont logicielles, hein, ce n'est pas des boîtes physiques, où dans ces boîtes, on met du logiciel. Et on peut placer ces boîtes directement sur un serveur et le logiciel est déployé. C'est super bien parce que, imaginons que j'ai un serveur d'intégration continue qui génère des petites boîtes, des petits conteneurs, et dedans, il met un microservice. Et ben, je peux déployer directement mon microservice sur des serveurs et c'est super scalable parce que si j'ai des besoins plus grands, j'achète une nouvelle machine, je pose ma petite boîte et c'est réglé. Grossièrement, c'est l'idée générale. Et Docker, donc, c'est une technologie de conteneur. C'est assez cool. Et Lao Tzu, il trouve aussi que c'était assez cool parce qu'il dit qu'un vase est fait d'argile, mais c'est son vide qui le rend propre à sa tâche. Traduction, c'est super d'utiliser des conteneurs. Ce qui est important dans un conteneur, c'est pas tiré par les cheveux. Hein. Ce qui est important dans un conteneur comme un vase, c'est pas spécialement comment il a été fabriqué, qu'il soit fait d'argile, que ça soit du LXC, du Docker, des zones Solaris, Balek. En fait, ce qui est important dans un conteneur, c'est sa capacité à contenir quelque chose. C'est sa capacité à être vide. Et en fait, dans le taoïsme, le vide, c'est super utile. Lao Tzu, en fait, il nous montre qu'il n'a pas vraiment de préférence sur les technologies de conteneurs. J'ai dit que ce soit des zones, du Docker, du Rocket, voilà. En fait, il s'en fiche un petit peu tant que la technologie choisie, elle répond au mieux à ses besoins
son besoin initial qui est de contenir quelque chose. Il dit aussi qu'une demeure est faite de murs percés, de portes et de fenêtres, mais c'est leur vide qui la rend habitable. Alors, encore une fois, Lao Tzu et les taoïstes, ils insistent beaucoup sur l'importance du vide. C'est très très important dans le taoïsme, le vide. Et ils nous conseillent simplement dans le chapitre 11 de nous renseigner sur l'utilisation de conteneurs, qu'on soit dev ou web, ça peut nous simplifier la vie. Les craftsmen, ils font très attention à choisir les outils appropriés pour le travail qu'ils ont à faire. C'est très important. Et en maîtrisant des outils et en les utilisant judicieusement, c'est comme ça qu'on est vraiment productif. On remercie Lao Tzu pour ses conseils et on passe au chapitre 16. Bon là, Lao Tzu, il passe des conteneurs au mode story. Il est un petit peu fouillé dans sa réflexion, mais on ne va pas lui en vouloir. En gros, le chapitre 16, il nous explique l'importance de bien monitorer ces crashs, ces bugs. Nos applications, vous savez, elles ont des bugs. C'est comme ça, l'erreur humaine. Et l'obscurantisme, c'est jamais bon. Il faut monitorer, il ne faut pas vivre dans l'inconnu. Pourquoi même ne pas afficher publiquement nos statistiques dans les locaux de notre entreprise, à l'intérieur de notre structure. Ça peut être une bonne idée pour montrer l'évolution, ce qu'on arrive à en faire. Et Lao Tzu, en fait, il le dit avec ces termes, ayant atteint le vide parfait, sous-entendu sa courbe de crash, ayant atteint le vide parfait, il n'a plus de bug. Je me laisse porter par l'aile puissante du silence, je contemple. Retourner à son origine, c'est retrouver le repos. Le repos, c'est le retour dans sa véritable demeure. Évidemment, on retourne à son origine quand on a atteint le vide parfait. Parce qu'à l'origine, il n'y avait pas de bug, il n'y avait pas de projet non plus. Mais du coup, on a le repos initial quand on n'avait pas de projet. On retourne à son origine. Et on a l'esprit libre quand on a atteint le vide parfait au niveau des crashs pour penser à autre chose, pour améliorer d'autres points du projet. Le chapitre 16, en fait, on passe rapidement dessus parce qu'il n'est pas très intéressant. C'est un simple constat. Il nous explique sa quiétude par rapport au fait qu'il ait réussi à monitorer ses crashs, observer ses bugs. Il a réussi à en avoir le moins possible. Ce qu'on peut reprocher à ce chapitre, c'est en fait, il ne nous dit pas spécialement comment faire pour ne pas avoir de bugs. Il nous dit juste que si on ne monitore pas ces bugs, on ne sera jamais vraiment tranquille, on sera toujours dans l'inconnu. En fait, Lao Tzu, il en parle un petit peu plus tard dans son livre, mais typiquement, la meilleure façon de ne pas avoir de crash, c'est de faire du fail fast. S'il y a des agilistes ici, c'est l'équivalent du Jidoka dans le Toyota Production System, c'est-à-dire on s'arrête le plus tôt possible. Dès qu'un programme se trouve dans un comportement inattendu, il doit s'arrêter et reporter l'erreur. Il ne faut pas qu'il continue dans un état instable. Parce qu'après, si on a des bugs, qu'on les simule et qu'on continue notre programme, quand on aura des crashs, on ne saura plus vraiment quelle est la cause de l'erreur. Donc on fail fast pour détecter plus rapidement la source du problème. Et bon, ce chapitre, c'est un constat. Là, en gros, il dit j'ai pas de crash, je suis posé, soit. Dans le chapitre 19, c'est un concept super connu des craftsmen, c'est Keep It Simple, KISS. Toujours faire au plus simple. La simplicité, c'est la sophistication suprême. Et Lao Tzu, il nous dit laisse-la ta sagesse et ton intelligence, le peuple en tirera 100 fois plus de profit. Déjà, ce qui me choque, moi, c'est le mec, en 19 chapitres, il a pris tellement la confiance, il commence à nous tutoyer, quoi. Le mec redescend Lao Tzu, on ne se connaît pas. Hein. Mais en fait, ce qu'il essaye de nous dire, c'est simplement que, d'une manière un petit peu impertinente, que ce que les craftsmen appellent Yagni, you ain't gonna need it. T'en auras pas besoin, ça veut dire. Yagni, c'est un concept très important. Un craftsman, il se focalise sur un problème. Il ne va pas anticiper des besoins potentiels qui ne sont pas encore exprimés. Il y a beaucoup de développeurs qui font ça, qui veulent en faire plus, qui écrivent du code pour gérer des cas qui apparaîtront jamais, qui font des abstractions dans tous les sens parce que oui, mais peut-être que ça sera cool plus tard. En fait, tout ça, ça complexifie un petit peu la maintenance dans un projet, du code qui ne sert à rien. On oublie là que c'est quand même du code qu'on doit lire pour savoir s'il sert à quelque chose ou pas. Du coup, ça nous fait perdre du temps et donc de l'argent. On appelle ça du code smell, du code qui pue, traduction. Donc Lao Tzu, en fait, il nous dit laisse-la ta sagesse et ton intelligence, tu n'en auras pas besoin, Yagni, mec. Et il continue, pour gouverner, il faut saisir le simple et embrasser le primitif. Parce qu'en fait, ça c'est super rigolo, parce que c'est une contradiction, c'est un petit peu comme agir sans agir. Pourquoi c'est une contradiction? Parce que pour faire quelque chose de simple, en fait, c'est super difficile de faire quelque chose de simple. Faire quelque chose de simple, ça nécessite beaucoup de sagesse. C'est très compliqué de faire les choses simplement. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'on utilise notre sagesse pour faire les choses le plus simplement possible, et pas pour montrer aux autres qu'on est sage. Conclusion du chapitre 19, il faut écrire du code que les humains peuvent comprendre. Faire du code dit intelligent que personne ne peut comprendre, c'est pas intelligent du tout. Hein. La grande difficulté de la programmation, en fait, c'est d'arriver à comprendre un besoin et d'arriver à l'exprimer via du code de la manière la plus claire possible, pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'on a écrit et puisse le maintenir facilement. Plus une chose est simple, plus elle sera facile à être maintenue, plus une chose est complexe, plus elle aura à terme des bugs potentiels. Alors, on n'anticipe pas des besoins qui ne sont pas encore clairement exprimés,
S'ils le sont dans le futur, on modifiera notre code à ce moment-là et on rajoutera peut-être des abstractions si on en a besoin à ce moment-là. Mais on garde les choses au plus simple en permanence, si possible. Dans le chapitre 22, Lao Tzu nous parle de la loi de Murphy. Vous savez, tout ce qui est susceptible de mal tourner tournera nécessairement mal. Non seulement la tartine tombe, mais elle tombe du mauvais côté. Et il dit, ce qui est incomplet s'accomplira, ce qui est courbé deviendra droit. Alors là, il faut faire attention. Parce que quand on lit ça, la première chose à laquelle on peut penser, c'est de se dire, putain, mais c'est trop stylé, quoi. Mon projet, il est incomplet, il s'accomplit. C'est cool. Mon projet, il est un petit peu courbé, il devient droit. Nickel. On n'oublie pas qu'il n'y a jamais un point de vue unique de voir les choses. Et on va prendre un autre point de vue. Imaginons qu'en fait, là, il parle de notre bêtise commune, qui est peut-être un petit peu élevé, mais ce n'est pas le sujet. Si ma bêtise incomplète s'accomplit, c'est moyen cool. Et si ma bêtise devient au top, voilà, c'est pas ce que je veux. N'oublie pas, il n'y a jamais un point de vue unique. Et en fait, il faut toujours voir les deux aspects. Et comme la loi de Murphy, tout ce qui est susceptible de mal tourner tournera nécessairement mal. Les craftsmen, ils le savent, il faut faire attention aux bugs, il faut essayer d'en avoir le moins possible. Il faut être extrêmement rigoureux quand on écrit du code. On essaye toujours de penser tous les cas possibles. Et c'est super difficile, des fois on n'y arrive pas. Mais on essaye de faire au mieux parce que s'il y a un bug qui peut arriver potentiellement, il finira par arriver. On passe au chapitre 24. Lao Tzu, vous savez, il aime bien travailler en petites itérations. Et il nous explique que celui qui se dresse sur ses pieds, il ne peut pas se tenir droit. Celui qui étend ses jambes ne peut pas marcher. En fait, la meilleure façon d'avancer, c'est par petites itérations, tout simplement. Il y a un terme qu'on utilise, nous, craftsmen, pour parler de ça, c'est baby steps, des pas de bébé. On y va vraiment petit à petit, parce que vouloir trop faire d'un coup, comme essayer de tendre ses jambes pour marcher loin, c'est risqué, instable, c'est fatigant, et ça va être super démotivant, parce qu'on risque de ne pas en voir la fin. On fait beaucoup d'efforts, finalement, pour arriver nulle part. Il faut y aller petit à petit, baby steps, on célèbre chaque victoire. Chaque tâche terminée aussi, c'est de l'expérience gagnée pour le commencement d'une nouvelle tâche. Si on commence toutes nos tâches en même temps, on commence toutes nos tâches au niveau d'expérience le plus bas. Si on fait une tâche, puis une tâche, puis une tâche, la dernière tâche, elle commencera avec un niveau d'expérience qu'on a acquis grâce à toutes les tâches précédentes. Donc c'est très important d'y aller toujours petit à petit. Et Lao Tzu, il continue en nous disant que celui qui se vante n'a point de mérite, celui qui se glorifie ne subsiste pas longtemps. Là, on n'oublie pas qu'un projet, c'est le travail de toute une équipe. L'équipe, c'est pas que les développeurs, évidemment. On apprend de tous, on respecte les opinions de chacun. On se vante pas. Égolesse. Et aussi, il faut juger le contenu et pas l'autorité, ça c'est important. Il faut juger ce que dit la personne et non son rôle dans la société ou dans la hiérarchie. Donc, à trop se glorifier sans raison, on subsiste pas longtemps. Conclusion du chapitre 24, pour aller plus loin, on ne se dresse pas sur ses pieds en étant dans les jobs. On travaille par petites itérations, baby steps, et on ne sous-estime pas l'importance de l'équipe dans la réussite d'un projet. Bon, accrochez-vous, chapitre 25, Lao Tzu, il commence à se vénérer de ouf, et il nous parle de Single Responsibility Principle. Là, vous voyez, sur cette image, le couteau, il a trop de responsabilités. Imaginons qu'en plein milieu de notre couteau, on a un composant qui est inutile au fonctionnement d'un couteau, comme une lime à ongles, qui casse. Et bien, pour maintenir ça, on va grave galérer. Et en fait, c'est l'idée générale derrière le principe de responsabilité unique. Un composant, il doit faire une seule chose et il doit le faire bien. Single Responsibility Principle, c'est le S de SOLID, qui est un acronyme que les craftsmen connaissent bien parce que ça représente 5 principes pour faire du développement plus fiable et plus robuste en programmation orientée objet. Donc c'est le S de SOLID. Un composant, ça doit avoir une seule et unique responsabilité. On prend le volant d'une voiture, par exemple. Il doit permettre de tourner les roues. Il ne doit pas permettre d'accélérer, c'est logique. Alors bien sûr, le volant, il permet de klaxonner et de modifier les éclairages, mais il faut voir ça conceptuellement comme deux composants différents, le klaxon et le volant. Peut-être que ces composants sont au même endroit, mais c'est deux composants différents. Et il y a beaucoup de développeurs juniors qui mélangent un petit peu tout, et finalement ils se disent, puisque mes composants sont au même endroit, je vais créer un volant, un objet unique qui va permettre de tourner les roues, klaxonner, changer la musique, modifier les éclairages, et ça va complexifier énormément la maintenance. Parce que, imaginons un jour, on décide de modifier le bruit de notre klaxon, on a des envies un petit peu bizarres, et du coup, le développeur, il va changer ça, il va fournir le projet à une partie prenante, et il va utiliser sa voiture, le mec, il va tourner son volant à droite, la voiture va tourner à gauche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous les composants étaient au même endroit, et on a eu des bugs qui, normalement, ne devraient pas apparaître, pourquoi, quand tu changes un klaxon, ça tourne les roues dans le sens opposé ? On peut se poser cette question-là, et on a souvent des bugs qui arrivent et qui n'ont rien à voir avec la feature qu'on a implémentée. Généralement, c'est parce qu'il y a un couplage un petit peu trop fort. Du coup, Lao Tzu, pour nous aider, il nous dit, et c'est un petit peu vague, il nous dit « L'homme suit les voies de la terre suit les voies du ciel, le ciel suit les voies de la voie, et la voie suit ses propres voies. » Mais en fait, ça,
Quand on connaît Solid, on se dit, mais de ouf, il nous parle d'architecture, le mec, il nous parle de Solid. Parce qu'en fait, en lisant ces dires, on a le mauvais développeur, il ferait ce qu'on appelle un God Object. C'est un objet unique, c'est un anti-pattern, c'est un truc à pas faire. Donc il fait un God Object homme, et en fait, l'homme, il suit les voies de la terre, il suit ses voies du ciel, et il suit les voies de la voie. Ça, c'est pas bien, c'est l'équivalent de notre couteau suisse qui a beaucoup trop de fonctionnalités, et le jour où on veut modifier quelque chose, on va galérer. Un développeur un petit peu moins junior, il peut faire la solution de droite, il va créer plusieurs objets. Il a un objet homme, un objet terre, un objet ciel, un objet voie. Ça peut être une solution. Conceptuellement, c'est mauvais parce qu'en fait, l'homme, c'est pas de la terre, c'est un organisme différent. Et là, le développeur, il a fait ce qu'on appelle de l'héritage. Donc forcément, l'homme suit les voies de la terre, mais il le suit par héritage. Et ça, c'est juste mauvais parce que l'homme, c'est pas de la terre, c'est différent. Il ne faut pas faire un héritage. Le développeur, un petit peu plus expérimenté, ce qu'il pourrait faire, par exemple, c'est la solution 3. Là, on voit toujours qu'on a un objet homme, terre, ciel et voie, et ces objets, ils ne sont pas liés entre eux, ils ne sont pas couplés. Par contre, l'homme, il compose un objet qui est la voie de l'homme. La voie de l'homme suit les voies de la terre. La voie de la terre suit les voies du ciel. La voie du ciel suit les voies de la voie. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la composition. Là, on voit bien que nos composants homme, terre, ciel, voie, ils sont totalement découplés. Et en fait, ça s'appelle privilégier la composition par rapport à l'héritage, ce qui est aussi une maxime bien connue des craftsmen. Généralement, il y a beaucoup de gens qui font de l'héritage et ils ne devraient pas. Alors bien sûr, ça dépend des cas. Si l'héritage est justifié, il faut en faire. Mais bien souvent, il faut privilégier la composition par rapport à ça. Et c'est ce que Lao Tzu, en fait, essaye de nous dire un petit peu abstraitement. Mais voilà. Bon, le chapitre, il était assez technique, surtout à 11h30. C'est un petit peu barbu, mais d'un côté, enfin voilà quoi. Lao Tzu, il est pas connu pour se raser tous les jours. Lao Tzu, c'est un barbu. Bon. Et il nous conseille finalement, dans le chapitre 25, de privilégier la composition par rapport à l'héritage, de nous renseigner sur Solid et sur la séparation des responsabilités, c'est juste évident. Bon, on a eu un petit truc lourd là, on libère notre esprit 4 secondes, on respire, et on reprend bientôt. Allez, on reprend. Ne vous inquiétez pas, le chapitre 28, il est sur un thème beaucoup plus léger, c'est le bienfait de la curiosité. Connais en toi le blanc, adhère au noir, connais la gloire, adhère à la disgrâce. C'est assez clair. Il faut connaître en fait des choses différentes, voire opposées, pour avoir une vision globale. Aussi, on comprend très clairement ici que quand Lao Tzu il parle de disgrâce, en fait, il parle de JavaScript, qui n'est pas réputé pour être le langage le plus élégant de la Terre. C'est un petit peu de la disgrâce. Et ce qu'il veut nous dire simplement, c'est qu'on ne peut pas juste, en tant que craftsman, connaître un seul langage de programmation. Il faut être curieux. Idéalement, un craftsman, il apprend un nouveau langage de programmation par an. Ça, c'est vraiment bien. Donc même si le développeur il connaît des langages de ouf comme Haskell, Kotlin, Swift, il doit adhérer à la disgrâce de temps en temps parce qu'en apprenant d'autres patterns de programmation, il pourra apprendre plus sur lui-même et il pourra améliorer son art sur ce qu'il fait au quotidien. Typiquement, moi quand j'ai appris la programmation fonctionnelle, ça m'a permis de mieux coder dans mon langage de prédiction orienté objet que j'utilise au quotidien. Il faut toujours apprendre de nouveaux langages et grâce à ça, on connaît le blanc, très important, mais on adhère au noir. Simple et rapide, le chapitre 28, on passe au 29 qui nous parle des dangers du refactoring. Alors, refactoring, c'est quand on doit modifier ou réarchitecturer un code existant. Imaginons par exemple qu'on a un mur un petit peu délabré et on souhaite mettre une porte à l'intérieur de son mur. Donc on va commencer par faire un trou, mais il faut faire attention parce que le mur il est délabré et il risque de se péter. Et il faut aussi vérifier qu'il n'y a pas des conduits ou des fils qui passent dans le mur. Parce que si on commence sans réfléchir à faire un trou dans notre mur un petit peu délabré, eh ben on va casser des fils et ça va nous prendre plus de temps finalement parce qu'il faudra réparer les fils, faire une déviation, etc. Et le refactoring, en fait, c'est nécessaire. Mais ça peut s'avérer super complexe qu'on ne sait pas du tout comment s'y prendre. Un petit peu comme ce chat là qui essaie de refactorer quelque chose, mais au final, il galère et il revient au point initial. Et Lao Tzu, il nous dit que le monde est une entité sacrée. En voulant le changer, on le détruit. Quand on croit le tenir, on le perd. Ce qu'il dit, c'est attention, quand on touche à quelque chose de sacré, comme du code legacy, on risque de le détruire. Alors, comment on fait? Simplement, le sage, donc le développeur, il évite l'excès, l'incohérence et tout extrême, il vit dans la vérité. Éviter l'extrait, c'est éviter de vouloir refactorer plein de choses à coup et on ne va pas y arriver, on va perdre du temps. Il faut garder la cohérence et vivre dans la vérité. Ça veut simplement dire qu'avant de commencer à refactorer, on mesure, on récupère des données concrètes et on vérifie ce qu'on a besoin de faire. On écrit également des tests avant et après pour vérifier que ce qu'on a fait a eu un impact positif ou non sur le projet et que tout fonctionne bien comme ce qu'on a fait avant. Donc un refactoring, c'est du test et des mesures avant et après. Si on n'est pas capable de faire ça, on n'est pas capable de prouver que notre refactoring a été utile. On n'oublie jamais de mesurer et tester avant et après un refacto.
Conclusion du chapitre 29, le refacto c'est nécessaire mais ça peut être ultra tendu. On teste et on mesure avant et après pour vérifier que ce qu'on a fait a eu un impact positif. Si c'est le cas, vous savez, des fois ça nous arrive de refactorer et de se rendre compte que finalement notre refactoring final, il est moins bien que la situation initiale. Et si c'est le cas, c'est pas grave. On n'hésite pas à jeter le code qu'on a écrit et à remettre comme avant. Il ne faut pas hésiter à acheter du code et pas le garder simplement parce que ça nous a pris 3 jours et que du coup ça nous a coûté de l'argent. Si au final ce qu'on a fait est moins bien que ce qui était initial, bah, il n'y a aucune raison de garder ça. On n'oublie pas, on n'hésite pas à revenir en arrière et on n'hésite pas à supprimer du code. Dans le chapitre 30, Lao Tzu il nous parle de dette technique encore une fois. C'est super important, il insiste là-dessus. Partout où séjournent les troupes, on voit naître les épines et les ronces. Encore une fois, épines, ronces, référence au jardinage. Ça, c'est 2 principes extrêmement connus des craftsmen. Premier principe, Boy Scout Rule. C'est les scouts d'Amérique, ils ont une règle. Quand on arrive sur un terrain, on le laisse toujours dans un campement, on le laisse toujours dans un état au minimum plus propre que quand on s'y est installé. Quand on quitte un campement, ce campement, il doit être toujours dans un état plus propre que quand on s'y est installé initialement. Vous savez, il y a toujours des mauvaises choses dans le code. Et on peut toujours, quand on a quelque chose à faire, modifier quelque chose et le rendre dans un état plus propre. C'est ce qu'il faut s'évertuer à faire en permanence. Des fois, ça peut être juste refactorer le nom d'une variable, écrire un nouveau test, mais on n'oublie jamais la règle du Boy Scout. C'est un effort minime quotidien, on n'oublie pas, qui permet de maintenir un bon projet. On l'a déjà dit avec le jardinage. On laisse toujours le code dans un état plus propre que quand on l'a trouvé. Deuxième principe, no broken windows, donc on n'oublie pas. Partout où séjournent les troupes, on voit naître les épines et ronces. Donc quand il y a des développeurs, on peut avoir des épines et des ronces dans le code. Donc no broken window. Deuxième principe très connu des craftsmen aussi, en fait c'est la théorie de la vitre brisée qui a été mise en place entre autres par l'ancien maire de New York. Il se disait que si on arrive dans notre ville, on voit un bâtiment avec une vitre cassée, les gens ils vont peut-être en avoir un petit peu rien à faire. Au pire, s'il y a une deuxième vitre qui casse, c'est pas très grave. Et s'il y a une troisième vitre qui casse dans notre bâtiment, c'est pas très grave. Et en fait, on s'évertue à jamais laisser de vitre brisée parce que ça peut indirectement détruire la qualité globale d'une structure exponentiellement. Du coup, s'il y a un truc qui ne va pas dans un projet, s'il y a un bug ou autre, on corrige tout de suite. On ne va pas laisser de vitre cassée. Sinon, les développeurs, ce qui finiront par se dire, si on commence à laisser des vitres brisées, ils vont se dire « Ah ouais, moi j'ai une nouvelle feature implémentée, le projet il est un peu pourri, je vais écrire ça vite fait, de toute façon ça ne changera rien, le projet est nul. » Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à des projets poubelles. C'est parce que le projet est devenu dans un état où les développeurs n'en ont plus rien à faire. Très important, on est rigoureux, on ne laisse pas de vitres cassées. Et on est des mecs sympas aussi, on laisse toujours le campement dans un état plus propre que quand on l'a trouvé. Parce que comme dit Lao Tzu, là où séjournent les troupes, on voit naître les épines et les ronces. On fait un travail permanent, peu coûteux, pour nous éviter ces accumulations de ronces, réduire sa dette technique. Le craftsman et Ship et l'agilité, c'est complémentaire, on le verra plus tard. Du coup, Lao Tzu, dans le chapitre 34, il nous parle de Kanban. Alors vous voyez, cette image, c'est un problème de backflow. En fait, on n'a pas très bien régulé l'eau en entrée, et l'arrivée est limitée, du coup, l'eau, elle part dans l'autre sens, et paf, ça fait du waterfall. Et Lao Tzu, il nous dit que la grande voie se répand comme un flot. Qui peut lui dire à droite à gauche, chacun dépend d'elle pour vivre, elle s'acquitte de sa tâche. Un flow, ça suit une direction. Le bien-être de notre projet, il dépend de ce flow. Et quand le flow passe du début à l'arrivée, notez bien qu'on ne dit pas de droite à gauche, parce que, je ne sais pas, mais si on a des tableaux Kanban dans des pays musulmans où ils lisent de droite à gauche, ben on ne peut pas vraiment dire qu'un flow Kanban est de gauche à droite ou de droite à gauche, parce qu'en fait, ça dépend du contexte, tout simplement. Et tout ce qu'on souhaite, c'est éviter les problématiques de back pressure où le flow il part dans une direction totalement opposée parce qu'on ne l'a pas régulé correctement, ça nous ralentit de ouf. Et c'est peut-être pour ça qu'en Kanban, on limite sur certaines colonnes le nombre de stories pour fluidifier le juste à temps. Je ne sais pas. Donc rapidement, dans le chapitre 34, Lao Tzu il compare la gestion de projet à un flux dont on dépend. C'est important de réguler ce flux à chaque étape pour laisser les choses se faire de manière fluide. S'il y a des plus techniques d'entre vous ici, vous aurez compris qu'en fait, il ne parle pas vraiment de Kanban, mais il parle de programmation réactive fonctionnelle, où finalement, on a un flux, on a nos flux de données, nos événements, et on a aussi des problématiques de back pressure, mais c'est un petit peu compliqué à expliquer dans le temps qui nous reste. Donc ça m'arrange si on est tous d'accord pour dire qu'il parle bien de Kanban. Et il continue, il est dans son trip agile. Il y a Kanban, bim, priorisation du backlog. Alors, en fait, il nous dit dans le chapitre 36, Lao Tzu, que ce qui est à fermer, il faut d'abord l'ouvrir, d'abord consolider ce qui est à fléchir. On priorise une chose à la fois, on ouvre avant de fermer.
et on termine ce qu'on a fait avant d'entamer quelque chose de nouveau. On s'accorde évidemment tous aussi sur la même définition de ce que signifie quelque chose de terminé, pour qu'on soit clair tous ensemble. En parlant de consolider ce qui est à fléchir, donc prioriser la consolidation, on voit que Lao Tzu, il est un peu pour l'ajout de story technique dans le backlog. S'il y a des coachs agiles dans la salle, ça fait 2000 ans qu'on en parle, à méditer. À part ça, bon, il ne dit pas grand-chose d'autre sur la priorisation du backlog. C'est une notion tellement évidente qu'il y a qui que ça ne sert à rien de passer trop de temps dessus. Il continue dans son délire agile, Kanban, backlog. Maintenant, il nous parle de cérémoniaux Scrum, dans le chapitre 38, en nous disant que le rite est l'écorce de la sincérité, mais aussi la source du désordre. Le rite, c'est le cérémonial Scrum, comme la rétrospective de sprint. C'est l'écorce de la sincérité parce qu'on y dit les choses honnêtement, mais ça peut aussi être la source du désordre. S'il y a tout le monde qui parle en même temps, qui se parle mal dessus, ou autre. En fait, c'est pour ça qu'en rétro, on doit dire les choses honnêtement, on doit être sincère, mais ça peut être aussi la source du désordre, s'il y a des gens qui prennent mal des retours, etc. Donc, on n'oublie pas, et c'est peut-être aussi pour ça que les cérémoniaux, ils sont timeboxés. Ce que disait Lao Tzu, c'est que ça peut vite être la source du désordre. C'est pour ça qu'on timebox bien nos cérémoniaux Scrum. Le but, c'est d'ajouter de la valeur, pas de nous en faire perdre. Donc, on évite le désordre. Il dit ensuite la préscience et la fleur de la voix, mais aussi le seuil de l'ignorance. Alors là, j'ai juste rien compris. Et ça tombe bien, on n'a plus beaucoup de temps. Le sage puise le fruit et méprise la fleur. Il rejette celle-ci et adopte celui-là. Le sage, ce qui l'intéresse, c'est le fruit. La fleur, il s'en fiche un petit peu. Ce qui est important, c'est le résultat, c'est le fruit. Le code, c'est la fleur. Ça nous permet d'arriver à un résultat qui est le fruit. Et qu'est-ce que c'est que du code? Le code, c'est de la spécification. Nous, développeurs, on écrit des spécifications pour une machine. Des spécifications qui seront interprétées par une machine. On n'hésite pas à supprimer du code s'il est inutile. C'est important. On privilégie le résultat en permanence. Après, bon, pour avoir un bon fruit, il faut une belle fleur, généralement. Donc, on fait attention à son code, mais quitte à choisir, on n'oublie pas que la chose à privilégier, c'est le résultat. Le code, c'est un moyen d'arriver à un résultat. Ce n'est pas juste un moyen d'avoir du beau code. Ça, c'est inutile. Conclusion, les cérémoniaux Scrum, ils sont importants. C'est l'écorce de la sincérité. Il faut y être honnête. Mais il faut aussi les timeboxer pour éviter le désordre. On n'oublie pas que le but, c'est le résultat. Le code, c'est une spécification que pour que la machine puisse produire un résultat, on exprime cette spec de la manière la plus claire possible pour que le résultat soit bien interprété. Très rapidement, le chapitre 39, il parle de l'importance des tests unitaires. Si le ciel n'était clair, il tomberait en poudre. Si les princes n'étaient éminents, ils tomberaient. En code, ça s'écrit comme ça. On s'assure que le ciel est clair et on s'assure que les princes sont éminents. Le franglais ici, acer dat ciel is clair, c'est fait pour rigoler, hein. Faites pas ça chez vous, faites pas ça au travail non plus. Hein. Il y a des développeurs, ils écrivent du code des fois en mélangeant le français et l'anglais et c'est juste pas possible, sérieusement. C'est un jugement de valeur. Une bonne chose à faire en début de projet, une bonne chose qu'on pourrait faire, c'est de créer un lexique. Un petit peu, vous savez, on crée nos definitions of done et tout ça. On crée un lexique des termes métiers un petit peu complexes et on les publie sur notre structure, visible à tous. Comme ça, l'avantage, c'est que quand on aura différents développeurs qui travaillent sur des projets séparés, iOS, Android, backend, ils utiliseront forcément les mêmes termes, puisqu'on les aura spécifiés, on aura fait un dictionnaire de ça. Et finalement, quand ils discuteront, les développeurs, entre eux de leurs implémentations, ils arriveront à se comprendre beaucoup plus facilement. Donc, n'oubliez pas, les tests, c'est important, et pas de franglais. Ce chapitre, il est super important parce que Lao Tzu, on voit que ça a été un putain de précurseur, en fait. Faut pas prendre ça mot pour mot. Évidemment qu'un ciel sombre ne va pas tomber en poudre. Mais une application mal foutue, ouais. Donc, on n'oublie pas les tests et on les fait bien. Les tests, c'est la documentation du projet. Ils doivent être rapides, fiables et indépendants. On teste et on teste ces tests, évidemment. Chapitre 41, il explique l'importance de s'exercer et de pratiquer son art. Alors, souvent, il y a des craftsmen qui vont dans des événements qui s'appellent Coding Dojo. C'est des endroits où il y a plusieurs développeurs qui se rassemblent pour s'exercer. C'est beaucoup de termes ici qui font référence aux arts martiaux. Dans ces dojos, les développeurs, les craftsmen, ils peuvent faire plusieurs types d'exercices. Il y a des katas. Les katas, c'est des exercices petits qu'on fait en permanence régulièrement pour s'améliorer et fluidifier son art. On peut faire des koans. C'est un peu le même délire. C'est des petits exercices généralement pour nous apprendre un nouveau langage. Et on a des randori. Un randori, c'est la résolution d'un problème à plusieurs. D'où l'importance de se réunir pour pratiquer des coding dojo. Et dans le chapitre 41, Lao Tzu, il nous parle de l'importance de la pratique en distinguant 3 formes d'esprit craft. L'esprit supérieur, c'est le craftsman convaincu. L'esprit moyen, c'est la personne qui croit qu'en apprenant des pratiques craft, il va devenir un craftsman. C'est celui qui n'est pas agile, mais qui fait de l'agile. Vous voyez. Et l'esprit inférieur, c'est le mec qui n'a rien à faire du craftsmanship, puisque de toute façon, dans sa SS2I de marchand de viande, l'argent coule à flot, même en écrivant de la merde.
On ne juge pas les personnes, on dit juste qu'ils ont 3 types d'esprit différents par rapport au software craftsmanship. Concrètement, c'est 3 formes d'esprit craft que distingue Lao Tzu. Pour comprendre mieux ces formes d'esprit, il faut lire le livre Clean Code de Bob Martin qui dit 2 points importants. Premièrement, on ne devient pas un craftsman en apprenant des techniques de résolution de problèmes. Comprendre, c'est pas parce que j'écris du code propre que je suis craftsman, mais je suis craftsman, c'est parce que je suis craftsman que j'écris du code propre. Craftsmanship, c'est une valeur, une conviction. On ne fait pas de l'agile, on est agile. C'est la différence entre un esprit moyen et un esprit supérieur de Lao Tzu. Et deuxième point clé du livre Clean Code, c'est qu'écrire du code propre, ça va au-delà de la théorie. Il faut pratiquer à mort, suer, échouer, voir les autres échouer. En fait, c'est grâce à l'échec qu'on s'améliore. On arrive généralement au succès après beaucoup d'échecs, que ce soit en code, en création de start-up ou autre. Ça suit aussi la théorie de Gladwell qui dit qu'il faut environ 10 000 heures de pratique pour devenir un expert dans un domaine. Et du coup, Lao Tzu nous dit que quand un esprit supérieur, donc un craftsman convaincu, entend le Tao, qui est la voie de la programmation dans les règles de l'art, il le pratique avec zèle, il pratique. Son esprit, il est aussi supérieur parce qu'il pratique avec zèle, avec ardeur. Lorsqu'un esprit moyen, donc une personne pas totalement craft dans sa façon d'être, entend parler des bonnes pratiques de programmation, tantôt la personne conserve ses pratiques, tantôt la personne les perd. Et quand un marchand de viande entend parler du craftsmanship, il en rit aux éclats. Bâtard. Conclusion du chapitre 41, important, le craftsmanship, c'est un état d'esprit. On ne devient pas craftsman en suivant des bonnes pratiques, mais on suit ces bonnes pratiques parce qu'on est craftsman. Après, on peut devenir craftsman convaincu par volonté de professionnalisme. Dans un désir de bien faire, on peut devenir craftsman. Et surtout, on pratique avec zèle. Si on ne pratique pas en permanence, on ne va pas arriver là où on veut aller, si on veut aller là. Bon, Lao Tzu, il est un petit peu relou, il insiste sur certains points. Il nous parle encore de l'importance des petites itérations. Le Tao 1 produit 1, 1 produit 2, 2 produit 3, 3 produit tous les êtres. Donc, baby steps, 1, 1, 1, 1, c'est en fonction en partie d'itération qu'on arrive à tout, à un truc stylé. Il insiste encore sur le refactoring. Mec, j'ai mis du code legacy dans ton code legacy, comme ça tu peux refactorer pendant que tu refactores. C'est pas Lao Tzu qui a dit ça. Lao Tzu, en fait, il a simplement dit que lors d'un refactoring, la seule chose que je craigne, c'est d'agir. Tu m'étonnes, vu comment c'est chaud. On en a déjà parlé. Si on lit cette phrase différemment aussi, on peut y voir les difficultés d'un coaching agile, où il y a des gens qui souhaitent être agiles sans modifier leur mentalité, sans modifier leur culture. Parfois, un coaching agile, ça implique un changement intrinsèque. Sinon, la situation ne peut pas changer. On s'en fiche. Il reste 3 principes ici. L'automatisation des tests. Empêche le mal avant qu'il apparaisse, calme le désordre avant qu'il éclate. Donc, on commence par écrire des tests, évidemment. On fait aussi des jeux de tests automatisés. Netflix, vous savez, ils ont ce qu'on appelle un Chaos Monkey. C'est un singe du chaos, c'est un programme qui casse volontairement leur serveur de temps en temps, aléatoirement, pour s'assurer que leur architecture est résiliente. Parce que s'il y a un serveur qui casse, toute l'architecture ne doit pas péter, elle doit se corriger automatiquement. Donc ils ont fait, pour prouver ça, un programme qui casse volontairement leur serveur pendant les heures de travail. Comme ça, si jamais il y a un problème, il y a des gens qui peuvent travailler dessus. Et puis, ils peuvent s'assurer que leur architecture est très résiliente. Donc TDD, fail fast, test automatisé, on empêche le mal avant qu'il apparaisse, on calme le désordre avant qu'il éclate. Aussi, on ne réinvente pas la roue carrée, c'est un concept très connu des développeurs. Ça équivaut à réinventer la roue et le faire tellement mal qu'au final, notre roue elle est devenue carrée. On a réinventé la roue carrée. Il y a beaucoup de développeurs juniors qui font ça. On n'oublie pas que l'enseignement de Lao Tzu, il a ses racines dans l'expérience ancienne. Ses actes ont pour base un principe connu. Le développement logiciel, ça se base sur un principe connu, sur des théories. Il y a des règles qui disent que la programmation, normalement, c'est 70% du temps à réfléchir sur une implémentation, loin du clavier, et 30% du temps à vraiment écrire ce qu'on doit faire. Et pendant cet effort de réflexion, il faut se renseigner pour voir s'il n'y a pas des solutions disponibles pour nos problématiques. On termine avec le dernier chapitre, qui est « Oser dire non ». Les paroles sincères ne sont pas toujours agréables, les paroles agréables ne sont pas toujours vraies. Un craftsman, il doit être transparent. Il ne doit pas promettre des choses qui sont irréalisables. Si on est médecin et qu'on est incapable de soigner un patient, on ne va pas le dire qu'on va le soigner. C'est ni honnête ni professionnel. Si on nous demande des délais irréalisables, on ne va pas dire qu'ils seront respectés. C'est la même logique. Ce conseil de dire non, il est valable partout quand il est justifié. Évidemment, on ne va pas dire hey, mec, tu me prêtes un stylo ? Non, non, ça ne le fait pas. On ose dire non quand c'est justifié et quand vraiment on nous demande un truc qui est vraiment pas possible. Mais un Scrum Master, par exemple, il doit protéger son équipe. Et il doit savoir dire non aussi quand on lui demande, par exemple, de modifier un sprint en cours pour une demande absolument pas critique. Donc les développeurs professionnels, ils savent dire non lorsque c'est pas possible. C'est le dernier conseil de Lao Tzu, on ose dire non. Et en conclusion, vous savez, à la base, le software craftsmanship, ça a commencé par une demande pour ajouter une 5e valeur au manifeste agile. Cette valeur, c'était l'artisanat plus que l'exécution.
Dommage pour eux, il y a des gens, ils ont fait non, ça va pas la tête, on va pas toucher à notre beau manifeste agile. Nous, on est agile, mais notre manifeste, lui, il bouge pas. Hein. Il est comme ça, il reste comme ça. Ils ont peut-être rajouté un allez vous faire foutre à la fin, je sais pas. Mais du coup, les Craftsmen qui ont voulu rajouter une cinquième valeur, ils se sont fait recaler, mais vénère. Et ils ont décidé de créer le Software Craftsmanship Manifesto, qui se veut la continuité du manifeste agile. En fait, le manifeste Craft, il reprend les valeurs du manifeste agile et il les complémente en disant attention, ces valeurs suffisent pas. Évidemment, dans le manifeste agile, qu'on privilégie les individus et leurs interactions par rapport aux processus et aux outils. Mais attention, pas seulement des individus et des interactions, mais aussi une communauté de professionnels. Pas seulement du logiciel qui fonctionne, mais du logiciel bien foutu. Ça, c'est le manifeste Craft qui dit ces règles. Pas seulement de la collabo client, mais aussi des partenariats productifs. Pas seulement répondre aux changements, mais aussi ajouter constamment de la valeur. Ça, c'est le manifeste Craft. Bon, il vaut ce qu'il vaut, c'est-à-dire pour certains pas grand-chose. L'aspect intéressant, toutefois, c'est son but. On élève le niveau. Hein. Dans l'informatique, l'agilité et le craftsmanship, ça répond au même problème. Ça fait longtemps qu'on a fait de la merde, qu'on ne savait pas vraiment comment réaliser des projets correctement et qu'on dépensait des sommes astronomiques pour des résultats, quand il y en avait, qui étaient insatisfaisants. Et l'agilité et le craftsmanship, c'est des notions complémentaires pour résoudre ces problèmes. Il y a certaines méthodes agiles, comme Extreme Programming, qui font référence à la technique de manière très assumée, très explicite, très extrême dans ce cas-là. Vous avez d'autres méthodes agiles, comme Scrum, qui partent du principe que techniquement, les développeurs, ils pèsent, ils sont dans le game, ils gèrent. Et dans Scrum, en fait, on rajoute des rôles, des cérémoniaux, de la communication autour de ça pour améliorer les choses, mais évidemment, on n'oublie pas la technique. Si vous êtes agile sans technique, vous n'allez pas aller là où vous voulez aller. Les deux notions sont vraiment complémentaires. Et les craftsmen, ils partent du principe qu'il faut une balance. Oui, il faut être agile, mais il faut aussi bien faire les choses techniquement. Il faut les deux pour accomplir un projet correctement. En conclusion, agilité plus craftsmanship égale amour, gloire et beauté. Et Lao Tzu, s'il avait vécu à notre époque, ça aurait été un mec frais, un développeur, un vrai de vrai, le mec qui roule en Toyota, quoi, et qui connaît les bons principes de la programmation, qui réfléchit avant d'agir. C'est quelqu'un de pro, qui souhaite élever le niveau et qui a un background théorique qui va au-delà de la simple écriture du code. Bien sûr, il base sa réflexion sur des principes connus, des valeurs du bon sens. Lao Tzu, c'est un software craftsman, mais pas que. J'en termine là, il y a mon compte Twitter, les slides sont ici si vous voulez les choper plus tard. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne conférence.